messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le MRC d'Abitibi-Ouest, en collaboration avec le Fonds Éco-IGA, lance une nouvelle campagne environnementale. Grand succès en 2010, on en souhaite sûrement autant en 2012. Alors, pour nous en parler, je reçois du Fonds Éco-IGA, Mme Chantal Valois et Mme Sylvie Grenier de la MRC d'Abitibi-Ouest. Mesdames, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil de votre part. L'environnement, on n'en parlera jamais assez. Là, il est grandement temps que tout le monde se retrousse les manches puis qu'ils disent, mais là, c'est assez, il faut penser vert, arrêter de penser noir. Puis, c'est très important. Je m'adresse peut-être, en tout cas, à une des deux ou aux deux. Ce fut un grand succès en 2010, même assez qu'on a manqué de bec à un certain moment donné. Qu'est-ce qui a donné le goût de refaire une nouvelle campagne en 2012? Ben, je peux peut-être y aller là-dessus. Oui, allez-y, Mme Grenier, allez-y. En fait, effectivement, la campagne de 2010 a très bien été. Je pense qu'il y a eu une bonne réponse des gens, il y a eu un grand intérêt. Puis par la suite, on a eu beaucoup d'appels. Donc en 2011, début de l'année 2012, est-ce que vous avez toujours une promotion concernant le compostage? Bon, il y a des gens qui n'avaient pas pu se présenter ou qui en ont entendu parler par d'autres, qui souhaitaient, et d'un, avoir la formation et de deux, avoir un composteur à prix modique. C'est ce qui nous a donné le goût, en fait, de redéposer une deuxième demande au Fonds Éco-IGA pour les citoyens d'Abitibi-Ouest. L'engouement est là. Oui. Oui, puis dans le fond, je suis contente de ça aussi parce que, comme on le disait, puis quand on regarde très souvent les personnes qui regardent l'environnement de près, on est triste. Moi, ce qui m'a allumé beaucoup, c'est que lorsque j'ai reçu en entrevue ici Mme Diane Moreau, qui a fait l'expédition de Montréal à Winnipeg, à l'arabe, et puis qu'elle nous a dit, elle m'a dit ici, tous les déchets qu'il y avait sur les lacs et sur les rivières, dans des endroits où il y a à peu près personne qui va. Fait qu'elle était très malheureuse de ça. Fait que quand on en est rendu là, quand on regarde nos cours d'eau accessibles ici chez nous, on peut se poser de sérieuses questions. Madame Valois, moi j'aimerais ça que vous nous parliez un peu, qu'est-ce que le Fonds Éco-IGA? Le Fonds Éco-IGA, c'est un fonds que tous les IGA du Québec participent. Okay. C'est vraiment chapeauté par le Jour de la Terre pour financer des initiatives environnementales partout au Québec. Ça, est-ce que ce sont tous les marchés IGA qui participent à la grandeur du Québec? Oui, à la grandeur du Québec. C'est très important. Puis, ce fonds-là, est-ce que c'est pris à même les ressources de IGA ou bien non, si c'est à part, comment on le finance? Bien, je vous dirais que ça va un petit peu avec nos ventes. Ah, okay. C'est un certain pourcentage des ventes. Alors, c'est vraiment tous les mois, nous, on donne... on reçoit une facture. Disons, oui, non, c'est vrai. Puis on est bien content de la payer parce qu'on sait où ça s'en va. C'est donc dire, si c'est à même les profits, c'est que monsieur tout le monde et madame tout le monde participent. Oui. À ce moment-là. C'est ça. Indirectement, mais plus le IGA est gros et fait de vente, plus et quand plus on sait que le IGA à la Sarre est un des plus beaux au Québec, ou à peu près. Présentement, oui. Je tiens justement à ouvrir une petite parenthèse. On a été longtemps à travers des labyrinthes, mais seulement aujourd'hui. Et des barrières, et de bruit, et de tout ce qu'il y en est. Oui. Les gens ont quand même bien répondu à l'appel quand même. Et puis, on doit vous féliciter, Madame Valois, et votre conjoint également. Vous avez un très beau magasin. Merci beaucoup. Et ça incite les gens à y aller, et avec raison. Et le personnel est très courtois aussi. Alors, ça vous revient un peu à vous. Puis, on vous en félicite. Merci beaucoup. Ça, c'est un cercle aussi, là, je veux dire. C'est les gens répondent bien et tout. On s'est aperçu là, dans les rénovations, ça fait un peu plus d'1 an. Et puis, les gens, c'est... Oui, des fois, t'es pressé, tu vas aller faire l'épicerie, puis bon, 2-3 barrières, puis ça va, c'est difficile. Mais la plupart des gens, c'est que des encouragements. C'est ça, parce que j'en suis un qui fréquente souvent le DGA et je m'en cache pas de le dire. Puis des fois, j'ai été comme un petit peu irrité, mais on ne peut pas tout faire ça rien
rien que le soir, parce que ça va prendre 2-3 ans. C'est ça, oui. Il faut donner un coup, puis c'est aujourd'hui qui est terminé. Vous avez un très beau magasin. Merci. On a manqué de bac en 2010. Est-ce qu'on va en manquer en 2012? C'est un beau problème. C'est un beau problème, exactement, oui. En fait, on a eu au-delà d'une centaine de personnes là, qui se sont présentées aux séances d'information. OK. Donc, les gens, présentement, viennent chercher leur composteur parce qu'on les amenait pas aux séances. Il faut comprendre que c'est quand même d'un certain volume. Oui. Donc, tranquillement, pas vite, les gens viennent récupérer leur composteur au bureau de la MRC. On s'attend à en passer beaucoup. Ça se peut qu'il en reste quelques-uns. Mais il y a des gens aussi qui veulent avoir un deuxième composteur. Donc, on sera en mesure de voir là, d'ici quelques semaines là, la possibilité d'avoir un deuxième composteur aussi. Là, parce que ça facilite le travail d'avoir 2 composteurs aussi. Est-ce que les gens vous en parlent quand les gens vont à l'épicerie? Est-ce que les gens vous en parlent? Parce que vous quand même, c'est le fonds Éco-IGA. Est-ce que les gens vous en parlent? Là, oui, je l'ai eu, mon bac. Comme présentement, on avait fait avec la MRC, on avait mis un composteur justement en magasin avec les dates et tout. Et les gens nous appelaient, puis même en 2010 aussi, là, ils arrivaient avec leur sous, puis ils voulaient l'acheter, puis ils voulaient, là, on les transférait à la MRC parce que c'était vraiment eux autres qui chapeautaient ça. Et puis, oui, les gens nous en parlent, c'est sûr et certain. Puis même, moi, personnellement, on a embarqué là-dedans en 2010 aussi. C'était tout nouveau pour notre famille. Oui, puis, mon Dieu, ça fait une différence. Là, on le voit très, très bien. C'est sûr que, bon, on sait le rôle du fonds Éco-IGA, vous en avez parlé. Maintenant, si on parlait du rôle de la MRC à l'intérieur de ce grand succès-là, ça passe depuis 2 ans au-dessus. Oui, c'est ça. En fait, depuis 2008, la MRC elle a acquis des compétences en termes de gestion des matières résiduelles. Donc, l'ensemble des matières qu'on se départit, donc, devient une responsabilité de la MRC. Puis, suite à cette acquisition de compétences-là, la MRC a construit le Centre de valorisation des matières résiduelles, l'Éco-Centre. Donc, on a aussi... en fait, de l'information et de la sensibilisation à faire auprès de la population. Puis aussi d'inciter les gens à réduire les déchets, au réemploi, le recyclage, la valorisation. Donc, ça fait partie un peu de notre mission au niveau de la gestion des matières résiduelles. D'où l'implication au niveau du compostage, de revaloriser une matière plutôt que de la transporter et de l'enfouir. Moi, là, si je vous demandais, là, à brûle pour point, la comparaison au point de vue des gens entre le fait d'accepter la récupération, je pense que les gens ont très vite embarqué dans la récupération. C'était bien accepté. On avait 2 gros bacs et puis bon, les gens tout de suite ont commencé là, à y aller avec la récupération versus le compostage, parce que c'est pas pareil, mais pas du tout. La récupération, on peut avoir une poubelle chez nous à l'intérieur, puis c'est propre, il faut le dire. Et le compostage, là, il faut aller à l'extérieur. Ce n'est pas. Comment les gens font la différence? En fait, souvent les gens ont peur de passer au compostage parce qu'ils voient ça compliqué. Finalement, c'est pour ça qu'on donne les séances d'information pour un peu démystifier. Puis les gens se rendent compte finalement que c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr, quand on fait un compostage domestique, ça demande un effort additionnel, parce qu'il faut aller le porter, il faut retourner notre compost une fois de temps en temps. Mais aussi, on en retire une plus-value dans le sens que on peut, après 1 an ou après quelques mois, avoir un compost qui est mature puis le remettre dans nos jardins, nos plates-bandes. C'est sûr qu'il y a ce petit effort-là additionnel qu'il faut mettre, mais je pense qu'une fois que les gens ont commencé à faire leur compost, une fois que la routine est bien installée, je pense que ça va assez bien. Fait que je pense que la clé, c'est vraiment dans l'information, la sensibilisation. Et vous le dites, une fois que la routine va s'être installée, à ce moment-là, ça va devenir beaucoup plus facile pour les gens. Comme la routine s'est installée avec la récupération. Une boîte de jus de tomate vide, on ne la met pas dans la poubelle. Instinctivement, on va la mettre. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. De banane, tout ça, là, non, regarde. C'est ça, vraiment. C'est ça. Puis vous parlez aussi du recyclage, parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui me dit mais je ne commencerai pas à laver mes poubelles pour faire du recyclage. Puis maintenant, cette personne-là,
pour elle, c'est un non-sens de le mettre justement à la poubelle. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il faut donner le temps aux gens. Je pense que vous me connaissez parce que j'ai été comme ça. Ah oui? J'ai été comme ça. Puis aujourd'hui, il me semble que c'est facile. Mais ça devient automatique. Puis, et vous avez raison de dire que je me sentirais fautif de mettre quelque chose qui va à la récupération dans le bac. Des vidanges. Je me semble que je me sentirais fautif. Fait que on peut en venir de même aussi. Espérons-le. Je pense qu'on est en train d'inculquer ça aussi à nos enfants. Oui, c'est important. Pour eux autres, ça va devenir automatique. normal. Ça va être une routine, tout simplement. Alors, mesdames, merci infiniment. Merci à vous, Madame Valois, pour et surtout au Fonds Éco-IGA. C'est vraiment un beau geste et puis on vous en remercie beaucoup. Et puis à vous également, Madame Grenier, la MRC d'Abitibi-Ouest, de prendre notre planète à cœur. Je vous en remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres formations aussi qui s'en viennent très vitement? On va réévaluer, mais on l'exclut pas parce que on sent qu'il y a encore des gens qui sont intéressés. C'est une chose possible. Alors, c'est 30$ au lieu de 60$ pour avoir un bac. Alors, là, aux gens, s'informer à la MRC d'Abitibi-Ouest. Mesdames, merci infiniment. Puis, merci aussi pour votre implication. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales s'engage dans Entreprises en santé. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Isabelle Bourdeau, adjointe à la direction des ressources humaines au Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment gentil. On en fait beaucoup d'émissions avec le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, puis j'aime toujours ça parce que il y a tellement de choses à parler à l'intérieur de ce centre de santé. On est après, là, tranquillement, depuis 3 ans environ, démystifier le fait que c'est une grosse bâtisse, puis on s'en va là si on est malade. C'est aussi simple que ça. C'était ça il y a des décennies passées. Maintenant, il y a plusieurs programmes qui intéressent toute la population, des programmes préventifs, il y a toutes sortes de choses. Donc, on va commencer avec la présentation de Entreprises en santé. Qu'est-ce que Entreprises en santé? Ça vient de où? Qui a mis ça sur papier, si on veut? Entreprises en santé, c'est une norme qui est administrée par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, c'est vraiment eux qui gèrent là, tout le processus, les étapes de certification. Puis, cette norme-là vise la prévention, la promotion, puis des pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. Donc, les entreprises qui veulent poursuivre ces objectifs-là peuvent adhérer à la démarche. Ça existe depuis combien de temps? Il me semble que ça ne fait pas tellement longtemps. Non, le nombre d'années totales, je pourrais pas vous dire exactement, sauf que c'est assez récent dans les organisations de santé et services sociaux. Dès que ça a été publicisé, en fait, là, cette possibilité d'adhérer à la démarche, nous, on a embarqué là, en 2010. Si on parlait des objectifs que poursuit la norme, parce que c'est sûr, quand on fait une chose comme ça, il y a des objectifs, on se fixe des objectifs à atteindre. Si on en parlait de ces objectifs-là. L'objectif principal à se rappeler, en fait, c'est d'instaurer des mesures significatives qui répondent aux besoins du personnel. Puis, par rapport à ça, dans le fond, le Centre de santé et services sociaux des Aurores boréales désirait mettre en place des actions qui favorisent la santé et le bien-être de son personnel. C'est donc pourquoi il s'est engagé dans cette démarche-là. Pour simplifier un petit peu le tout, les objectifs, il y a 5 grandes étapes à poursuivre dans la démarche lorsqu'on adhère à cette démarche-là. Tout d'abord, il doit y avoir un engagement de la direction à l'égard de la démarche, finalement, puis qui démontre sa volonté à vouloir instaurer des mesures répondant au bien-être du personnel. Ensuite, il doit y avoir la formation d'un comité santé-mieux-être au sein de l'organisation qui va être porteur du dossier, finalement. En 3e étape, il y a une collecte de données. Collecte de données qui vise à identifier les besoins prioritaires du personnel. Les informations recueillies dans cette collecte de données-là sont en lien avec 4 grands sujets, soit les pratiques de gestion,
la conciliation travail-vie personnelle, l'environnement de travail, puis les habitudes de vie qui, elles, sont composées du tabagisme, de l'alimentation, puis des activités physiques. OK? OK. Oui, allez-y. Bien, juste pour terminer les 5 grandes étapes, en fait, la 4e étape, c'est l'élaboration d'un plan d'action qui vient répondre aux besoins qu'on a identifiés à la 3e étape lors de la collecte de données. Puis finalement, bien, il y a les mécanismes de suivi, tout ça, des actions implantées pour s'assurer qu'on répond aux objectifs là, qu'on s'était fixés. Si, très brièvement, si on parlait du rôle du personnel à l'intérieur de ça, parce que le personnel a sûrement un rôle important à jouer, ce serait quoi le rôle du personnel? D'abord, il faut que le personnel adhère, il faut que le personnel y croit. Exactement. En fait, le rôle du personnel il est essentiel. Autant que la direction démontre une volonté, que le personnel doit adhérer à la démarche. Toutes les informations qui sont utilisées pour élaborer le plan d'action proviennent du personnel. Donc, c'est vraiment par sondage, par collecte de données. Donc, leur rôle est vraiment important. Puis, quand on implante les solutions, ils doivent aussi s'impliquer, y participer, adhérer, procéder là, aux évaluations avec nous lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc, il est essentiel. On fait ça aussi pour le personnel. Donc, c'est essentiel qu'il y ait une participation de leur part. Est-ce que le personnel collabore? Parce que des fois, il y a certains programmes que le personnel peut être réticent, dire « Ah, moi, j'embarque pas là-dedans, cette affaire-là. Bon, c'est pas bon, je crois pas à ça. » En général, est-ce que le personnel est réceptif? Mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, on est quand même dans les premières étapes d'implantation du plan d'action, mais on a des bons commentaires. On a fait des sondages auprès du personnel jusqu'à maintenant sur des différentes activités qui ont été implantées. Puis c'est positif. Donc jusqu'à maintenant, on sent là une volonté. Les commentaires notamment que j'ai eus, c'est qu'ils sont satisfaits, sont contents aussi que la direction ait mis en place certaines mesures là pour améliorer la santé puis le bien-être au travail. Quand on parle ici, Mme Bourdeau, de résultats globaux, là, on parle ici de priorité de 1 à 12. Oui. OK? On parle de dimension et de niveau de risque. Quand on parle ici de 1 à 4, de conciliation, travail, vie personnelle, soutien, environnement de travail, engagement des gestionnaires, on parle de niveau de risque élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment ce que vous venez de nommer, c'est les résultats prioritaires qui avaient ressorti pour le C3S des aurores boréales lorsqu'on a fait la collecte de données écrites. Ce que ça veut dire, c'est les 4 dimensions, en fait, conciliation, soutien, environnement de travail, engagement des gestionnaires. Qu'est-ce qui est ressorti comme étant prioritaire à travailler pour notre organisation qui a un potentiel de risque plus élevé sur la santé du personnel. Okay. Donc, c'est là que les gens nous disaient on a besoin que des actions soient prises là, pour améliorer les choses. Puis quand on va aller de 5 à 8 quand même brièvement, mais communication, réalisation, collaboration et leadership. On parle de risque, niveau de risque moyen. Exactement. À ce moment-là. Donc, c'est pas négligeable. Il faut en tenir compte là, dans les décisions, dans les actions qui sont prises en compte. Mais ce que le personnel nous a dit, c'est axer plus sur les 4 premières qui ont ressorti, mais sans oublier celles qui ont un impact potentiel moyen sur la santé, évidemment. Là. Mais c'était moins prioritaire pour notre organisation. Puis quand on parle de faible, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne le met pas de côté. Sauf que ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Exactement. En fait, faut pas l'oublier. Par contre, c'est pas ce sur quoi il y a plus de travail à faire. C'est qu'il y a déjà des choses qui sont instaurées qui vont bien et que les gens l'apprécient puis ça l'a sorti comme ça dans le sondage. Par contre, moi, c'est sûr que les habitudes de vie pour notre organisation se placent plus en dernière position. Toutefois, c'est important quand même de prendre des actions en lien avec les habitudes de vie compte tenu que c'est essentiel à une bonne santé. Parce qu'on parle à ce moment-là d'implication, activité physique qui est très importante. Exactement. Alimentation primordiale et le fameux tabagisme aussi qui revient tout le temps. Toujours, évidemment. Fait que c'est les niveaux de risque à ce moment-là sont faibles. Si on vient de parler des résultats globaux, les principales actions implantées. Bien, les principales actions implantées jusqu'à maintenant découlent de notre collecte de données et sont en lien avec 3 priorités finalement pour notre organisation. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, c'est la conciliation travail-vie personnelle, les pratiques de gestion, puis les habitudes de vie
plus particulièrement l'activité physique qui est ressortie comme étant prioritaire. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, on a implanté des activités, des actions, en fait, qui visent à augmenter la disponibilité des gestionnaires auprès de leur équipe de travail. Également, des activités qui visent à développer des pratiques de gestion mobilisatrices. Puis, on est aussi à réviser, ce qui est intéressant, la procédure actuelle d'octroi des congés pour permettre à l'avance aux travailleurs de savoir si leurs demandes de congés sont acceptées, parce qu'on sait que c'est difficile là, dans un contexte de pénurie importante de main-d'œuvre, pour améliorer l'équilibre travail-vie personnelle. Est-ce que c'est facile de mettre tout ça en place? Ma question est peut-être vague, là, mais est-ce que c'est facile de mettre ça en place? Là, vous venez juste là, de soulever un point important, les congés. C'est sûr que moi, je connais des gens qui travaillent dans le réseau et qui me disent « J'aurais aimé aller à telle place, faire telle chose, mais j'ai pas été capable d'avoir mon congé parce que je suis pas capable de me faire remplacer. C'est un problème. Et, fait que il va le toucher dans ça. Mais certainement. Puis non, c'est pas facile dans le sens où il y a toujours plusieurs facteurs à considérer quand on embarque dans une révision de processus de structure. Pour ce qui est, par exemple, de l'exemple des congés, s'il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour revoir un petit peu le fonctionnement, c'est un des éléments qui est abordé, les congés là, dans ce groupe de travail-là. Et ce que je peux dire, c'est que ça fait environ, pas tout à fait un an, peut-être un an là, que les travaux ont débuté, puis on n'a pas nécessairement débuté ce groupe de travail-là par la révision des congés, mais on voit déjà des effets bénéfiques. On sait qu'il y a plus de congés qui ont été accordés, ce qui a favorisé un équilibre, meilleur équilibre travail personnel. Mais on a les statistiques qui prouvent que ce projet-là a réussi. Donc là, on espère là, le mettre en place à plus grande échelle dans l'organisation. On a commencé avec un groupe de travailleurs. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez de l'engagement des gestionnaires. Parce qu'on parle des travailleurs, oui, dans la sphère un peu plus haute, il y a des gestionnaires qui sont là. Est-ce que les gestionnaires s'impliquent? Quel est l'engagement des gestionnaires à l'intérieur d'un tel programme? C'est très important l'implication des gestionnaires, évidemment, pour mener à bien le projet aussi. Il faut y croire au projet. Et juste peut-être vous donner un exemple. Nous, dans notre plan d'action, il y a plusieurs actions qui touchent les gestionnaires, qui demandent leur implication. Par exemple, les mécanismes de communication avec leur équipe de travail. Donc, davantage favoriser la communication verbale que la communication écrite. Ça a été un besoin exprimé par le personnel. Puis on a prévu des actions dans le plan pour améliorer cette communication-là. Donc, ce qui exige un temps, un investissement aux gestionnaires, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis tout le monde a participé, tout le monde y croit également. Puis on voit des résultats positifs de cette activité-là aussi. Donc, les plus de rencontres d'équipe, on descend des informations de la direction par les gestionnaires auprès des équipes de travail, plutôt que, par exemple, de l'envoyer par communiqué ou par lettre. Est-ce qu'il y a tendance un peu, parce que souvent les gens procèdent ou procédaient par écrit. Je veux m'adresser à mon supérieur immédiat, je veux m'adresser à un gestionnaire. Bien, regarde, prends une feuille, écris dessus ce que tu veux lui dire, je vais aller lui porter. C'est un peu là, ça, il faut que ce soit passé date un jour, parce que les gens ont tendance à dire, et avec raison, je veux pas lui écrire, je veux lui parler. Est-ce que ça s'en vient comme ça? Mais c'est ce qu'on essaie d'instaurer le plus possible. Dans le fond, les contacts face à face, les rencontres d'équipe, les rencontres individuelles, on réinstaure, par exemple, l'appréciation de la contribution qui s'était comme effacée dans les dernières années, ce qui permet un temps d'arrêt avec le gestionnaire. Mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais éliminer toutes les communications écrites compte tenu du nombre important d'employés puis de la charge. Mais on tente quand même d'aller vers plus de face à face, plus de communication. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir 300, 400 ou 500 personnes qui ont affaire au directeur général, disons. Si chacun a son mot à aller lui dire, ça ne marchera pas. Sauf qu'il y a peut-être certains dossiers à ce moment-là qu'on pourrait porter attention et faire rencontrer un gestionnaire. Ce sont des choses possibles. Évidemment, puis notamment toutes les informations dans le cadre d'entreprises en santé qu'on doit transmettre au personnel, on demande aux gestionnaires de le faire. C'est sûr qu'on envoie des communications écrites pour les personnes qui n'ont pas pu se présenter aux rencontres, mais ça, c'est un exemple. Donc, le dossier entreprise en santé pour que le personnel soit au courant de ce qui se passe, de ce qui est implanté, où on est rendu, ça descend par les gestionnaires. Exactement. Plutôt que d'envoyer des lettres, comme je disais. C'est ça, exactement. Il y a des choses qui vont être faites annuellement dans ça? Oui, certainement. En fait, puis c'est vraiment la norme qui structure le tout aussi, mais annuellement, on doit procéder à l'évaluation
des différentes activités qui ont été implantées. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de satisfaction, nos objectifs de participation, est-ce qu'on a respecté le budget, l'échéancier? Et suite à ces résultats-là, on va évaluer le comité de santé mieux-être là, qui est porteur du dossier dans l'organisation. On va évaluer si il y a des ajustements qui doivent être apportés au plan d'action là, qui est fait pour une période de 3 ans. Okay. Donc, annuellement, c'est ce qui doit être fait. Puis toutes ces informations-là descendent aux employés par les gestionnaires. C'est important que les employés soient mis au courant. Ah, c'est essentiel pour la réussite d'une démarche comme ça parce que c'est en place pour eux aussi, pour la direction, pour tout le monde qui œuvre, mais en tout premier lieu pour le personnel aussi, pour augmenter leur bien-être au travail. Donc, il faut qu'ils sachent. Donc, on peut dire que c'est presque fini le temps où je n'étais pas au courant de ça. Vous avez fait ça. On n'est pas au courant. Pourquoi? Ça devrait, en tout cas. Bien, ça devrait se résorber. Bien, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on espère. Puis on commence déjà avec les communications verbales davantage. Okay. On commence déjà à sentir que plus de gens terrain qui entendent parler de la démarche sont au courant. C'est certain qu'avec l'amas d'informations qui est diffusé, des fois, on peut oublier, je suis pas certaine parce que nécessairement, ils gèrent pas le dossier là, au jour le jour, mais on entend de plus en plus parler que les gens sont au courant. Fait qu'on voit vraiment un résultat de la communication verbale. Comment que ça porte ses fruits, c'est très important. Oui, c'est primordial se parler, tout simplement, parce que s'écrire, c'est bien beau, mais quand on est porte voisine, il faut se parler. Oui, c'est très important. Ça devient important. Il va y avoir une première visite de certification. C'est ça. Ben en fait, on est dans les démarches avec le Bureau de normalisation du Québec parce que c'est eux qui viennent là, faire la visite pour évaluer la certification. Donc, nous, on a fait la demande. On est encore dans la planification, mais ça serait vers fin novembre, décembre de cette année, si leur disponibilité, évidemment, là, le permet. Mais on prévoit une visite parce qu'on n'est pas encore certifié. C'est ce qu'il faut dire. On est dans la démarche pour le devenir, là, mettre en place les différentes structures, processus, actions en place qui viennent faire leur tour. Je veux revenir sur un sujet qu'on a juste effleuré un peu, mais quand on parle de l'implication de tous, c'est marqué ici dans les notes, nous sommes convaincus que ce PMEO permettra d'agir positivement sur les habitudes de vie du personnel, leur santé, leur sécurité et leur mieux-être au travail. Ça, je pense que rendre des travailleurs et des travailleuses heureux, c'est 75% de la clé du succès. Voilà, puis nous, vraiment, les activités qui sont privées au plan sont en lien avec les besoins qu'ils ont exprimés. On est convaincus qu'à court, moyen, long terme, dans le fond, ça va avoir des impacts positifs sur leur santé, leur bien-être, leur implication, puis sur la satisfaction au travail, la mobilisation. Puis ça, c'est très important dans un contexte de pénurie grandissante de main-d'œuvre qu'on connaît aujourd'hui là, pour attirer, mais aussi retenir nos travailleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est le personnel qui a exprimé leur demande à ce moment-là. Oui. Donc, je vois mal, quand on parle d'activité physique, je vois mal le personnel dire « Moi, j'en fais pas. Écoute, tu me l'as demandé. Alors, on a mis en place des choses, puis là, tu veux plus suivre. Alors, c'est pour ça que c'est un peu une roue, là. C'est une roue, puis effectivement, nous, dans le fond, chaque étape du processus, comme en 2013, on va instaurer une nouvelle activité physique, puis on sonde le personnel. Qu'est-ce que vous voulez? Pour vraiment que ça réponde à leurs besoins, leurs intérêts, puis obtenir leur adhésion. Exactement. Ça vient du personnel. Donc, si on implante quelque chose, c'est à la demande du personnel. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le comité qui élabore le plan d'action, qui est porteur du dossier, composé de représentants de l'employeur, mais aussi représentants syndicaux, qui représentent leur catégorie là, de personnel. Oui. Et les syndicats aussi collaborent. C'est ça, représentants syndicaux, c'est ça, c'est le syndicat, oui, puis ils collaborent bien. Okay. En terminant, Mme Bourdeau, on parle d'un club escalier marche au 6 mois tirage, prix d'une valeur de 50 $. Bon, intéressé 20% des employés, soit 5% club escalier marche et 15% programme de conditionnement physique. C'est quoi exactement? Bien, c'est dans notre plan d'action entreprise en santé. En fait, c'est qu'au niveau des habitudes de vie, ce qui est ressorti comme étant prioritaire pour notre organisation, c'est l'activité physique. Donc, après avoir fait des sondages auprès du personnel, évaluer les capacités de l'organisation, on a mis en place en juin dernier un club des escaliers marche qui vise à inciter davantage le personnel à prendre les escaliers. On prend l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Exactement. Madame Bourdeau, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Puis, du bon succès dans cette entreprise en santé. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.